Hélène Frappa, en préparant cette interview, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux romans qui vous avaient marqué dans votre parcours de jeune fille, de femme, d'écrivaine. Quel est votre panthéon littéraire? C'est à vous. Alors, je pense que mes amis se moquent de moi en disant que je n'ai que des écrivains préférés. Donc, je vais en citer quelques-uns et après, je serai désespérée d'en avoir oublié. Le premier, incontestablement, c'est Fantomette. C'est Georges Chollet. J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être interviewée avec Georges Chollet au début pour un de mes premiers romans. Je pense que j'ai vraiment été marquée par les romans de Georges Chollet. C'était une des premières héroïnes très féministes en fait. Bon, je me le disais pas quand j'étais enfant, mais c'est vrai que c'était une super-héros dont le seul pouvoir était son intelligence. Alors j'étais fascinée par sa condition d'orpheline. Moi-même j'étais orpheline, c'était pas un truc extrêmement marrant en réalité, mais chez Fantomette ça l'était plus parce qu'elle était carrément seule au monde. Elle vivait comme ça dans une espèce de maison avec toutes sortes d'aventures. Je les réécrivais d'ailleurs ces livres-là. Je les annotais, je les notais même des fois. Voilà. Donc elle m'a énormément marquée et aussi bien, comment dire, pour son côté justicière. Je crois que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les justicières en fait, et les justiciers aussi d'ailleurs, mais les justicières c'est pareil. Donc ça a été voilà, ma première héroïne, et je pense qu'ensuite ma lecture de Kant qui est arrivée des années après, j'ai fait une thèse sur lui. Pour moi c'était une justicière lui aussi, Emmanuel Kant. Alors j'ai été, comment dire, marquée énormément dans le désordre comme ça par Henry James, qui est très important dans Le Mont Fuji, qui est un écrivain que je partageais beaucoup avec ma mère qui le lisait aussi beaucoup. C'était, je pense, j'ai été marquée par ces personnages de petites filles qui sont très importants, notamment dans un roman qui s'appelle Ce que savait Maisie, qui je crois est peut-être le premier roman qui a été fait sur un divorce, vu du point de vue d'une enfant. J'ai beaucoup repensé quand j'écrivais mon livre Le Dernier Fleuve, où j'avais ce défi dans l'écriture qui était d'essayer d'écrire du point de vue de deux enfants. C'est ce que fait James dans Ce que savait Maisie, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il m'a vraiment aidé je sais pas, mais oui, appris à décrypter la réalité à partir de tous les signes que la fiction nous donne, y compris dans des romans qui encore aujourd'hui peuvent me paraître un peu cryptiques, difficiles à décrypter, mais où voilà, il y a un réseau de signes comme ça, il y a quelque chose dans la phrase. Je pense que celui qui m'a beaucoup marqué, c'est Apollinaire, Guillaume Apollinaire. J'ai appris beaucoup de poèmes par cœur quand j'étais enfant, beaucoup de Verlaine, beaucoup d'Apollinaire. J'étais une enfant assez seule, enfin souvent, j'étais enfant unique et ma mère travaillait beaucoup, j'étais souvent seule. Et j'ai beaucoup, je me suis beaucoup tenue compagnie en apprenant par cœur beaucoup de poèmes. Et qui encore aujourd'hui, je vois, m'accompagnent et m'ont vraiment, comment dire, c'est comme une trace, comme de la glaise, enfin une trace qui a été imprimée à l'époque du rythme de l'écriture poétique. Je pense qu'elle m'a beaucoup marquée. Dans mon panthéon, il y a eu des auteurs qui sont arrivés bien après, comme Stephen King, que j'ai découvert tardivement, mais qui m'a énormément bouleversée, impressionnée, que j'ai beaucoup d'admiration. Je me sens très proche de son univers, de son écriture, de son rapport aux personnages féminins notamment, et au couple. Il y a quelque chose de très beau, je trouve, dans son écriture. Et puis dans cette porosité des spectres, en fait, chez lui, la manière dont ça m'a beaucoup influencé dans un roman qui s'appelle Lady Hunt. J'ai beaucoup été impressionnée par... il y a tellement de... Vous convoquez Poe, Edgar Poe dans votre... Oui, Edgar Poe. Edgar Poe aussi. Alors Edgar Poe, c'est étrange parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été tant que ça marqué. En fait, je ne cesse de me rendre compte qu'il m'a... énormément marqué sans que je me rende compte, mais d'une manière assez effrayante d'ailleurs, je dirais presque. Hein, c'est bon, de toute façon, la lecture de Poe est très effrayante, mais au sens où vraiment, il m'est arrivé plusieurs fois en effet de me dire que des choses que je pouvais vivre étaient liées ou reproduisaient quelque chose qui avait été inventé, créé chez Edgar Poe, par Edgar Poe.
Voyons voir. Parlez-nous 2 minutes d'un écrivain que vous convoquez dans votre livre. On ne sait pas s'il existe, s'il n'existe pas, il est introuvable. Thomas Pynchon. Pynchon. Oui. Alors, c'est un écrivain intéressant par rapport à votre démarche d'écrivaine. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu? Oui, alors moi j'ai vraiment une passion pour Thomas Pynchon, enfin pour les œuvres de Thomas Pynchon. C'est vrai que c'est quelqu'un, alors lui j'ai découvert, je devais avoir une vingtaine d'années, j'ai lu d'abord Vente à la criée du lot 49, avec son héroïne complètement déchaînée. Il a des héroïnes féminines, féministes, de justicières d'ailleurs, hein, beaucoup de détectives, d'enquêtrices, des nanas qui se retrouvent à la fois dans des états complètement largués et en même temps pas du tout largués, et qui doivent à la fois enquêter sur comment dirais-je, des intrigues, des complots absolument mystérieux, embrouillés, et finalement qui à partir de ces intrigues de fiction réussissent presque à sauver le monde, on pourrait dire. Donc je l'ai découvert et c'est un univers très proche de Jacques Rivette en fait, un auteur, un cinéaste que j'ai énormément aimé évidemment. Et il y a un humour déchaîné. Voilà, il y a un humour déchaîné chez Pynchon. Et même si on ne comprend pas, c'est pas très important de ne pas comprendre toutes les intrigues, etc. Voilà, c'est son humour. Et puis, il se trouve que, bon voilà, je l'ai beaucoup lu, j'ai été très bouleversée par un de ses romans, une citation de Monk sur l'ombre, la lumière, enfin... Il m'a beaucoup, voilà, bouleversée, j'avais l'impression qu'il me parlait et il avait cette réputation d'être complètement, d'avoir disparu, d'être caché, peut-être de ne pas exister. Je m'étais toujours dit que c'était un truc complètement idiot, que c'était juste quelqu'un finalement qui était rétif aux réseaux sociaux, à l'exposition de soi, au narcissisme qui exigeait beaucoup des écrivains, et que j'ai toujours trouvé complètement idiot finalement. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée tout à fait par hasard dans un bar new-yorkais, une nuit relativement alcoolisée, à rencontrer un vieux monsieur dont j'ai compris très vite qu'il avait une fausse identité parce qu'il avait un nom, Mr. Brown, qui n'était pas... Qui est dans votre livre. Voilà, qui est un des personnages les plus importants, les plus beaux, je trouve, du Mont Fuji. Et il se trouve que ce Mr. Brown, qui prétendait ne pas aimer la littérature, était le voisin de palier depuis des décennies de Thomas Pynchon. Et que, voilà, tout se noue. Et qu'en plus, ils habitent tous les deux dans le quartier, dans un des immeubles où a habité Edgar Poe, et où il y a quelque chose là qui se noue, et qui sont ces moments d'épiphanie que la littérature apporte, et où quelque chose d'un sens, d'une signification, et d'un salut presque, on pourrait dire. C'est des termes très religieux que j'emploie, mais il y a quelque chose de sacré dans la littérature, arrive, et en même temps une joie, voilà, une espèce d'humour, est-ce que c'est de l'existence ou de la fiction, d'un comique, d'un burlesque, d'un humour noir à la fois, et d'un humour qui arrive et qui est très drôle, oui. Si vous ne deviez retenir qu'un livre ou qu'un auteur. Un seul? Peut-être Illusion perdue de Balzac, que j'aime à la folie. J'aime à la folie Balzac. Et ce livre, où il y a tout, il y a tout de la littérature, parce qu'il a tout compris, Balzac. Il a compris que pour survivre, un écrivain doit ne s'intéresser qu'à deux choses, qui sont le sacré de l'écriture, la poésie, on pourrait dire, presque, dans ce qu'il appelle le cénacle, dans Illusion perdue, et l'économie du livre, l'argent, le moteur de la guerre. Et donc, c'est un livre qui à la fois est un roman absolument avec des péripéties déchaînées, et qui en même temps nous fait partir de comment on fabrique le papier, comment concrètement cet objet livre est construit, est produit, est diffusé ou pas. Et puis, ce qui se passe dans la tête d'un écrivain, et à la fois, et ce qui se passe dans une société, quelle place une société donne aux livres. Donc il y a tout, et ça n'a pas changé. Il y a pas, je trouve, c'est à la fois un roman extraordinaire et un documentaire extraordinaire sur ce que c'est qu'écrire.